Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisi les titres de l'actualité. Au sommet UK-Africa, la mission est fructueuse pour la délégation guinéenne. Sous la présidence du chef de l'État, la Guinée a procédé à la signature d'un accord minier. À Zérekouré, mardi, journée de grand marché, les populations ont normalement vaqué à leurs occupations quotidiennes. Aucune perturbation n'est signalée dans la ville. Et puis à Conakry, l'agence guinéenne de presse se veut plus dynamique et efficace. Ce média public entend s'offrir un plan stratégique axé sur les résultats. Déjà, le document est en cours d'élaboration. C'était là le titre, encore une fois, bienvenue à tous. Premier du genre, le sommet UK-Africa se poursuit à Londres. Le président de la République s'est entretenu avec plusieurs hommes d'affaires britanniques. Un accord a été signé à cet effet entre le gouvernement guinéen et le Royaume-Uni pour la promotion des investissements en Guinée. Compte rendu, Sanassi Keita. À Londres pour prendre part aux assises du premier sommet UK-Africa sur les investissements, le président de la République s'entretient avec plusieurs hommes d'affaires britanniques. Au menu de ces entretiens, le développement socio-économique de la Guinée. Un protocole d'accord visant à créer un cadre de collaboration avec à la clé la promotion des investissements d'entreprises britanniques en Guinée pour un développement durable tel que le projet intégré du nouveau corridor central, ainsi que la coopération dans d'autres domaines comme la formation a été signée entre les gouvernements guinéens et britanniques. Vous vous souviendrez qu'en 2014, sous l'impulsion du chef de l'État, la politique de mutualisation des infrastructures auxiliaires aux mines a été adoptée en Guinée. Et plusieurs missions exploratoires ont été réalisées par les autorités britanniques en Guinée, dont 2 missions par l'envoyé spécial du Premier ministre en charge du commerce dans la région. Et au cours de ces missions exploratoires et au cours aussi d'une mission gouvernementale réalisée ici, il a été convenu d'aller vers un corridor, la réalisation d'un corridor ancré sur des gisements miniers, mais qui servirait de façon générale au développement de la zone traversée. Et ce corridor qui a été retenu, que nous appelons communément le nouveau corridor central, part dans un premier temps de Mamou au port de Benti, et tout le long du corridor, les potentialités, notamment agricoles, seront exploitées. Les études ont déjà commencé dans ce sens, pour pouvoir utiliser ce corridor non seulement pour transporter la bauxite et plus tard l'alumine à partir des gisements miniers le long du corridor, mais aussi transporter des produits agricoles et d'autres produits qui pourraient contribuer justement à l'essor économique de ce corridor et surtout à la contribution du secteur minier à la transformation de l'économie nationale à travers toute cette dynamique minière. Cet accord vient donc confirmer l'engagement du gouvernement britannique à accompagner la société Anglo-African Minerals dans la mise en œuvre du projet de développement d'un chemin de fer d'environ 270 km sur un nouveau corridor central reliant la préfecture de Mamou au port de Benti dans la préfecture de Forêt-Karia. Driven by the mining project in the center of Guinea. Mon organisation est heureuse de travailler en Guinée dans le secteur minier, notamment dans le projet du Central Corridor. C'est une opportunité pour nous de travailler avec le président Condé, parce que le pays est aujourd'hui en pleine expansion économique. Et cela va être une opportunité de créer de nouvelles activités économiques, parce que c'est un projet intégré qui touche tous les secteurs de développement socio-économique, comme l'agriculture, les travaux publics, l'énergie, les télécommunications et tant d'autres. Tout cela va concourir à la création de nombreux emplois dans le pays. L'Institut en charge du développement des partenaires que j'ai l'honneur de représenter est un institut qui travaille avec différents partenaires
dans le cadre d'un projet spécifique. Cette société va s'assurer que le dit projet intégré va avoir des retombées bénéfiques pour la population guinéenne surtout. So we're delighted again to have this opportunity and we look forward to working with the Government of Guinea and all of its partners in implementing this. Ce projet intégré vise surtout les secteurs de l'agriculture, des mines, des infrastructures routières et énergétiques. Le développement du couloir central qui fait l'objet de notre présent accord avec le gouvernement guinéen est d'une importance capitale, car c'est un projet qui embrasse tous les secteurs clés de développement. Il ne vise pas que le secteur minier. Et nous allons mettre tous les moyens nécessaires en place afin que le gouvernement guinéen soit rassuré de notre volonté surtout à soutenir sa politique de développement. Nous sommes fiers de nous engager dans cette optique car la Guinée, sous le leadership du professeur Alpha Condé, est aujourd'hui en pleine mutation. Ce protocole d'accord vient ainsi renforcer davantage la coopération économique entre le Royaume-Uni et la Guinée. Cela grâce à la volonté affichée des deux dirigeants, professeur Alpha Condé et Boris Johnson. À Londres, autorités guinéennes et britanniques se lancent dans un partenariat gagnant-gagnant pour un avenir commun. Avec ses immenses potentialités, la Guinée pourrait bien sûr tirer profit de cette coopération qui se profile déjà à l'horizon. Sanusi Keïta, bureau de presse de la présidence de la République. Le guichet unique du commerce. United Kingdom Africa, premier rendez-vous du genre axé sur les investissements. Un partenariat gagnant-gagnant qui se profile à l'horizon entre Londres et le continent africain. L'Afrique regorge assez de ressources naturelles. Donc nous avons besoin d'exploiter ces ressources naturelles, de transformer ce potentiel en richesse en faveur de l'Afrique et des Africains. Pour cela, il nous faut une coopération internationale. On sait que déjà il y a beaucoup d'autres investisseurs qui sont là. Donc le Royaume-Uni est déjà en Afrique, mais il veut davantage être présent et il veut se positionner comme le plus gros investisseur en Afrique. La Guinée, avec ses immenses ressources naturelles, se positionne déjà en partenaire fiable avec le Royaume-Uni. Le président de la République a eu des entretiens très importants. D'abord avec le ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne. Ensuite avec le ministre du Commerce et du Développement international. Et au plus haut niveau avec le Premier ministre. Dans toutes ces rencontres que le président a eues, l'accent a été mis sur les investissements en Guinée dans les grands projets. Ensuite, sur le renforcement des relations diplomatiques entre les deux pays. Aussi sur l'assistance que la Grande-Bretagne peut apporter à la Guinée à travers British Council pour l'enseignement de la langue anglaise dans nos établissements. Donc, il y a une dynamique qui est enclenchée et qui va porter des fruits, je suis certain. Parce que nous avons les moyens, nous avons les ressources qu'il faut. Ces différents entretiens du chef de l'État avec les autorités britanniques augurent de belles perspectives dans les relations d'amitié et de coopération entre Conakry et Londres. Et justement, ce sommet d'investissement britannique en Afrique a offert des opportunités de partenariat au secteur privé et public du continent. Et du côté guinéen, ministres et chefs d'entreprise ont eu des séances de travail avec leurs homologues british. Envoyé spécial Ansman Toumani Camara. Parallèlement aux travaux en plénière, le sommet d'investissement Grande-Bretagne-Afrique a ouvert des espaces d'échange entre les chefs d'entreprise africains, décideurs et bailleurs de fonds britanniques. C'est le cas de cette rencontre entre le président directeur général de Gico Press et le ministre britannique en charge des investissements et du commerce international. Il était question avec le ministre des Investissements et du Commerce international de parler des futures relations entre la Guinée et la Grande-Bretagne.
notamment le secteur privé guinéen et les investisseurs anglais qui voudraient venir particulièrement en Guinée. Il a dit qu'il est très intéressé et que les investisseurs anglais sont très intéressés à venir en Guinée et qu'il aimerait créer un pont entre la Guinée et l'Angleterre à travers ma société, à travers ma personne. Dans la salle de business et des innovations, la Guinée est parmi la vingtaine de pays africains invités. Ce stand tricolore vend les potentialités de la Guinée dans tous les secteurs d'activité ainsi que les opportunités d'investissement qu'offre le pays. Il y a plusieurs pays qui se sont intéressés à la Guinée. Il y a un certain engouement, mais comme on le dit, il faut le vendre. Il faut le vendre. Raison pour laquelle nous avons le stand le plus décoré, si vous l'avez constaté. Les autres sont des stands blancs. Donc on a voulu, à travers la promotion agricole, attirer les gens déjà au niveau de vue visuelle. Après maintenant, nous présentons notre secteur privé, nous présentons les secteurs prioritaires. Je pense que vous avez vu la vidéo qui tourne sur les différentes potentialités de la Guinée. Ce sommet de Londres, qui prépare également l'après-Brexit, est dédié à la nouvelle politique d'investissement britannique en Afrique. Il place la Guinée au centre des convoitises à cause de ses énormes ressources minières. Les dirigeants du secteur minier guinéen ont alors présenté un tableau très attractif dans la capitale britannique, qui est également le plus grand centre des affaires minières au monde. C'est bon pour la Guinée d'être là, donc de développer ce tissu relationnel pour permettre à notre pays d'être davantage présent, de faire avancer ce projet. Sur la question comment attirer plus d'investisseurs britanniques en Afrique, les chefs d'État du continent et hommes d'affaires ont dans les différents panels ressorti leurs efforts de réforme pour améliorer le climat des affaires dans leurs pays respectifs. Et les autorités britanniques promettent de mettre en place de meilleures politiques et procédures pour attirer plus d'investisseurs en Afrique. Au même moment, à Conakry, le Premier ministre chef de gouvernement recevait aussi d'autres investisseurs, cette fois-ci des Marocains spécialisés dans le secteur énergétique. Ces hommes d'affaires ont échangé avec Ibrahima Kassouri Fofana sur la mise en œuvre du transfert d'un groupe électrique. Ce groupe de 20 MW est offert par le roi du Maroc à la Guinée. Compte rendu d'audience, Ousmane Bangoura. C'est une délégation de l'Agence marocaine de la coopération internationale. Cette mission s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et la République de Guinée dans le secteur énergétique. Ici, la mise en œuvre du transfert du groupe de 20 MW offert par le roi du Maroc à la Guinée était au centre des débats entre le Dr Ibrahima Kassouri Fofana et la mission. En application des travaux d'instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Royaume du Maroc poursuit et renforce son engagement auprès de la Guinée pour contribuer à améliorer l'offre de production électrique. Et c'est dans cet esprit que nous sommes là aujourd'hui, en présence du directeur du développement de l'Office national de l'eau et de l'électricité et du ministre de l'énergie pour développer et contribuer au renforcement des capacités à la fois humaines et techniques dans notre deuxième pays qui est la République de Guinée. La fourniture de l'énergie à la population guinéenne fait partie des préoccupations du gouvernement Kassouri. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, était les 3 jours durant en Haute-Guinée, où les questions d'énergie et d'eau ont été évoquées. Et aujourd'hui, donc, c'est à sa grande satisfaction qu'il a reçu cette équipe et a donné des instructions fermes dans le cadre de la rapidité dans la mise en service, mais surtout de l'exploitation. Surtout, il a tenu à ce qu'il y ait une assistance technique, même une exploitation par la coopération marocaine, afin que cette turbine puisse servir longuement les populations de Kankan. Ce projet d'électrification de Conakry et des régions du pays est une initiative présidentielle qui vise à améliorer la desserte de cette denrée rare dans la cité. Manifestation à Conakry en cette journée de mardi. Dans l'ensemble, pas d'incident majeur à signaler. Les forces de l'ordre ont déjoué toutes les tentatives d'occupation des routes. Pour plus d'informations, commandant Morikaba. Le troisième appel à la désobéissance n'a pas empêché Conakry à vivre. Des tentatives de perturbation ont eu lieu par endroits
mais les forces de l'ordre étaient présentes pour freiner l'action de fauteurs de troubles. Avant les premiers rayons du soleil, 4 véhicules ont tout de même été brûlés. Puis la nuit d'hier jusqu'à ce matin, le constat est très rassurant puisque nous avons fait le tour de Conakry jusqu'au niveau de Grand Conakry, c'est-à-dire Koya et de Breka, et tout se passe très bien. Certes, nous avons constaté sur le terrain, certains jeunes ont érigé des barricades, mais ce n'est pas très nombreux, 2 à 3, 4 comme ça. Et nous avons débarricadé avec les agents et la circulation se passe très bien à pareil moment. Les citoyens nous appellent par téléphone ou ils appellent l'autorité pour nous dire que tel point ça ne va pas. Et aussitôt informés, nous prenons l'équipe choc qui est à notre disposition, nous bondissons sur le terrain et rapidement la sécurité est rétablie et puis nous revenons à notre base. Et ça, nous le faisons quotidiennement, partout où le besoin se fait sentir. D'aucuns ont peur d'emprunter la route de Prince, sinon moi je les rassure que sur la route de Prince, la voie est libre et ils peuvent circuler librement. Sur l'autoroute, presque sur toute la ville de Conakry, ils peuvent circuler librement. Toute la journée, plusieurs boutiques sont restées fermées. Le trafic aéré sur les principaux axes routiers. Plusieurs citoyens ont vaqué à leur activité. Nous, il n'y a pas de problème ici. Il y a des gens qui viennent vérifier leurs photos et leurs noms. Ça, pour nous, ici, il n'y a pas de problème. Les véhicules passent, pas de problème. Je viens de Sofonia jusqu'à ici, sans prometteur. J'ai constaté qu'il n'y a pas assez de circulation et qu'il y a certains magasins qui sont fermés. J'ai constaté des barricades sur la route. Il n'y a pas de pneus brûlés. Je peux confirmer que oui, ça peut circuler. À Taouya, par contre, la circulation a longtemps été interrompue dans le secteur Kankankura. Des manifestants se sont attaqués à un café qui est resté ouvert. Depuis le premier tour et le deuxième tour, jusqu'à maintenant là, s'il y a une petite manifestation seulement, juste c'est ici qui vont se diriger quoi. Donc maintenant, ils n'ont qu'à nous aider pour que cela cesse. Sur la route Le Prince, le calme a demeuré toute la journée. Aucun pneu brûlé, ni de barricades érigées. Dans la soirée cependant à Wanindara, un Nachan a été grièvement blessé par des loupards embusqués. Il a été transporté à l'hôpital militaire du camp Samori. À Mamou, malgré la peur liée au mouvement de manifestation, les services minimums ont bien fonctionné et ont répondu à l'appel des citoyens. Au marché central, par exemple, les femmes ont vaqué à leurs activités quotidiennes. Mohamed Pate Baldé, RTG Mamou. Dans la ville Carrefour, le mot d'ordre de grève déclenché ce mardi par le FNDC a été partiellement suivi. Les activités économiques étaient au ralenti à cause des risques de violence. Au marché Pépé Calais, situé en plein cœur de la ville, les femmes vendeuses de condiments et d'autres denrées, acheteurs et étalagistes se bousculent à la recherche du quotidien. Les établissements publics et privés n'ont pas échappé à la règle. Dans ces lieux, un minimum de services a été mis en place pour permettre à la population de satisfaire ses besoins vitaux, comme ici à la pharmacie de Dr Mamoudou Diallo et la gare routière centrale. Nous, pharmaciens, médecins et odontologues, nous sommes appelés à sauver et à guérir. Mais vous n'êtes pas sans savoir, je crois bien, même en période de guerre ou de tension, les pharmaciens sont obligés d'ouvrir pour les cas d'urgence. C'est le cas qui me pousse d'ouvrir, parce qu'on en a besoin des médicaments en cas de prescription à l'hôpital. Nous sommes obligés de servir la nation en tant qu'hommes assermentés. Ici, à Mamon, tout est passé dans le calme et la sérénité. Aucun incident n'a été enregistré et la population vaque librement à ses affaires. Plus loin, en région forestière, mardi, c'est un grand jour du marché en Zérekoré. L'appel à manifester n'a pas impacté les activités quotidiennes des populations. Les citoyens ont vaqué normalement à leurs occupations, comme le témoignent ces images qui viennent de la gare routière de Zérekoré. Mohamed Saliou Paye, Lansé Kamisoko et Mohamed Lamine Diallo sont nos correspondants. Il est 9h30 à la gare routière de Zérekoré. Ici, l'engouement est total.
Passagers et clients se tiraillent les bagages. Fumba Soumaoro vient de Djeke. Il souhaite aller à Conakry. Depuis 7 heures, il attend son tour de voyage. Je suis venu ici depuis ce matin à 7h30 jusqu'à l'heure là, ici. Alors, les gens sont de mouvement, mais pas de problème, rien. En Zérékoré, la journée de mardi est particulièrement animée dans les différentes gares routières de la ville. Une journée pendant laquelle des véhicules sont disponibles, non seulement pour tous les grands centres d'affaires du pays, mais aussi pour certains pays limitrophes tels que la Côte d'Ivoire et le Libéria. Chez nous, le mardi, c'est un jour spécial dans le transport. Il y a des centaines de véhicules qui sont partis. Parce que le mardi, à Zérékoré, c'est des centaines de véhicules qui voyagent. Jusque tard la journée, ils étaient nombreux, ces passagers assis à même le sol, partout à la gare pour attendre leur tour de voyage. Les mouvements de cette journée touchent même les stations-service à proximité de la gare, des endroits où chacun prend son départ pour sa destination. De Zérékoré, détour à Kankan, où le système éducatif a bien rempli son devoir en cette journée de mardi. Aucune perturbation n'est signalée dans la ville. Élèves et enseignants ont massivement rallié le chemin de l'école. C'est le constat de nos correspondants Aboubakar Gabi et Jeanne Douanamou. Ici, à Kankan, les cours se sont déroulés normalement dans les différents établissements scolaires publics et privés. Très tôt ce matin, étaient nombreux les élèves et enseignants à rejoindre les salles de classe où les leçons ont été dispensées comme d'habitude. Au lycée 3 avril, par exemple, les enseignants programmés étaient tous au rendez-vous. Boucler les programmes de l'année scolaire 2019-2020 est une idée partagée par ces enseignants. À Kankan, depuis la reprise des cours après les congés de Noël, nous n'avons pas constaté une grève ici. Depuis que nous avons la rentrée, nous continuons les cours, les élèves viennent en nombre, les professeurs aussi dispensent leurs cours selon l'emploi du temps que le proviseur nous a donné. Comme vous constatez ce matin, les enseignants sont venus en grand nombre et les cours continuent à merveille. Donc si tout va bien, Dieu merci, je serai prêt avant les examens. Au lycée Mariam Gouabi, tout comme au lycée Samori Touré et au lycée Morifindjan, nous avons constaté une forte affluence des élèves, des enseignants et des encadreurs. L'année dernière, c'est ici au lycée Morifindjan de Kankan que le deuxième de la République en sciences sociales a été préparé pour affronter le baccalauréat. Aujourd'hui, les élèves, les enseignants et les encadreurs de cet établissement intensifient les cours pour avoir à nouveau des places de lauréats cette année. L'année dernière, j'ai eu le lauréat du nom de Farah Julien Tolo. Cette année, je promets à tout le monde, si Dieu me le permet, on aura dans les dizaines, Inch'Allah. Pour nous, il ne s'agit pas de partir à l'université seulement, mais nous allons nous battre juste pour avoir une connaissance solide et rentrer à l'université, montrer aux gens qui sont là-bas. Et normalement, nous sommes bien formés avant qu'on les porte à l'université. Ça, c'est notre ambition majeure cette année. Les cadres de la direction préfectorale de l'éducation de Kankan rencontrés soutiennent que l'heure est au travail avant de témoigner que les cours se déroulent normalement dans les écoles de Kankan. Par ailleurs, à l'abbé, les sages et les leaders religieux prônent la cohésion sociale et le vivre ensemble. À travers des séances de sensibilisation, les différentes composantes sociales se concertent pour un nouveau pacte axé sur la consolidation du tissu social. Mohamed Alpha Baldé, Sarafideni Diallo. Ces derniers jours, la cité paisible de Karamoko Alpha a enregistré des mouvements de foule ayant conduit à des violences avec pour conséquence des pertes en vies humaines et des destructions d'édifices publics et biens privés. Un climat de tension qui préoccupe les autorités religieuses de la région. Réunis autour du grand imam de la ville, l'ensemble des chefs de quartier, élus locaux et leaders d'opinion tentent de trouver une solution durable aux troubles qui menacent la quiétude et l'ordre public dans la ville. Actuellement, des gens de mauvaise foi appellent partout dans les différentes communautés en soi-disant qu'on les chasse de l'abbé. Alors l'objectif de cette rencontre, c'est de réunir toutes les couches sociales et religieuses vivantes à l'abbé pour parler de l'actualité et éviter des mensonges qui peuvent nuire à la quiétude sociale et la paix. La cité de Karamoko Alpha Molabé nous appartient le Malinké, le Fula, le Soussou,
ou les forestiers, nous formons tous la même famille. Donc, ce qui est pour nous, ce qui est bon pour nous, c'est l'harmonie, qu'on se consulte, qu'on se côtoie et qu'on se donne la main pour éviter tout débordage. La rencontre a permis à chacun d'exprimer sa position et donner son avis pour un retour au calme. Ici, tous sont unanimes que la violence et l'affrontement n'engendrent que regret et désolation. Je demanderai à tout un chacun de contrôler le mot. L'air est grave. Ici, on se permet de parler n'importe comment, un véhicule, le message, ça risque de mettre le pays dans le feu. Il faudrait que chacun se mette au-dessus de toutes les considérations, de tous les pesanteurs pour sauver notre pays, la Guinée. La coordination remercie et félicite ceux qui ont initié cette rencontre. Si ces genres de rencontres se multiplient, nous avons l'assurance que la paix va régner dans notre pays. Mais les actes que nous posons doivent être en faveur de la paix. Avec l'engagement de tous, le calme revient progressivement à l'abbaye. Désormais, les concertations seront renforcées et les messages de nature à attiser la haine et la division combattus par les leaders religieux très écoutés dans la préfecture. Et ce communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile du 21 janvier 2020, situation à 18h. Malgré l'interdiction formelle des autorités administratives conformément à la loi, les membres du FNDC ont tenté d'organiser des perturbations dans certaines localités de Conakry et de l'intérieur du pays, en érigeant des barricades, en incendiant des véhicules et en déversant de l'huile de vidange sur la chaussée. À Conakry, un brigadier chef de la police a été grièvement blessé à la tête et poignardé au quartier Wanindara. Il a été admis en soins intensifs et se trouve actuellement dans le coma. Par ailleurs, il a été constaté un nouveau mode opératoire consistant à incendier des véhicules à divers endroits pour créer un sentiment d'insécurité. À ce titre, 7 véhicules, dont plusieurs épaves, ont été incendiés à l'aide de bidons d'essence par des personnes non identifiées. S'agissant de déversement de l'huile de vidange sur la chaussée, un minibus et des conducteurs de motos se sont renversés au pont Kisoso Anta dans la commune de Matoto et Nongo dans la commune de Ratouma, faisant des blessés et des dégâts matériels. À l'intérieur du pays, après vérification auprès du préfet, aucun incident n'a été signalé à Koya. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a constaté la persistance des attaques contre les édifices publics, notamment à Dalaba, où le commissariat central de police a été saccagé et pillé, 3 PMAK et 2 SKS emportés, la prison civile attaquée et 17 prévenus libérés. Il est à préciser que les armes emportées étaient rangées dans le magasin d'armement auquel les agents n'ont pas accès à cause de l'interdiction formelle de la détention et de l'usage des armes létales en maintien d'ordre. Il a été également constaté que les images faisant état de destruction de rails à Kolaboui sont diffusées sur les réseaux sociaux, donnant l'impression de l'arrêt du train minéralier alors que celui-ci fonctionne normalement. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile tient à prévenir les auteurs de ces agissements et de ces fausses informations qu'il s'agit d'infractions dont les peines peuvent aller jusqu'à la réclusion criminelle. Plusieurs d'entre eux ont déjà été soit interpellés, soit identifiés. Conclusion, les forces de l'ordre ont réagi sur tout le territoire national dans le strict respect des lois et de la réglementation. Tous les cas de violence et des voies de fait ont été dûment documentés et transmis à la justice. Une recherche active des armes dérobées a été lancée et les auteurs et commanditaires de cette grave atteinte à l'autorité de l'État seront sanctionnés à la hauteur de leur forfaiture. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile.
Autre fait d'actualité politique, avant projet de nouvelle constitution, les étudiants s'approprient et s'expriment dessus. À l'Institut de Farana, par exemple, un débat sur le projet de changement constitutionnel a mobilisé plusieurs étudiants et enseignants. La rencontre a été animée par le collectif des enseignants pour la participation au débat national. Bernard Tonguino. À l'Institut des sciences agronomiques et vétérinaires de Farana, c'est par l'intonation de l'hymne national que les débats s'ouvrent dans un amphithéâtre plein d'étudiants. L'exposé a porté sur les différentes innovations constitutionnelles. Le contenu de certains articles de l'avant-projet est expliqué aux étudiants. Ce qu'il a dit, vraiment, c'était beaucoup intéressant parce qu'il a parlé de la parité entre l'homme et la femme. Après encore, il a parlé de la promotion de la jeunesse. Il a parlé encore d'autres choses sur la Constitution qui n'existait pas sur la Constitution de 2010. Vraiment, je suis beaucoup fier par rapport à sa conférence. Bon, la conférence elle est intéressante parce que au cours de cette conférence, j'ai su faire la différence entre la nouvelle constitution et ce qu'on dit comme troisième mandat. La nouvelle constitution, c'est une bonne chose qui n'est pas liée aux affaires de troisième mandat. Dans la phase questions-réponses, les étudiants proposent l'amendement de certains articles de l'avant-projet, notamment la réduction du nombre d'institutions républicaines et la définition de l'âge minimum et maximum pour la candidature à l'élection présidentielle. Il y a eu de très belles propositions, mais ce qui est fondamentalement important, ce qui a été proposé par le gouvernement est déjà acceptable et déjà soutenu par les étudiants. Dans l'ensemble du débat, 2 articles de l'avant-projet auront plus retenu l'attention des étudiants. Il s'agit de l'article 68, donnant la possibilité d'être député à l'âge de 18 ans, et l'article 92, qui consacre l'initiative populaire législative. À Conakry, l'agence guinéenne de presse se veut plus dynamique et efficace. Pour ce faire, ce média public tente de se doter d'un plan stratégique axé sur les résultats. Déjà, le document est en cours d'élaboration et le processus est accompagné par l'ONFPP. L'objectif étant de se donner une orientation pour les années à venir afin d'améliorer ses prestations au quotidien. Moussa Koumara signe ce reportage. AGP, Agence guinéenne de presse, est en pleine mutation ces dernières années. La gouvernance administrative est renforcée, le mode de traitement de l'information est révolutionné et un site internet est créé. Pour maximiser l'efficacité de ces réformes, l'Office national des formations et des perfectionnements professionnels est mis à contribution. L'AGP nous a demandé de les accompagner dans l'élaboration de leur plan stratégique, ce que nous avons accepté avec plaisir, bien que l'AGP ne figure pas parmi nos cibles étant un État de la fonction publique, mais l'AGP est appelé à muter vers un statut de PA dans les prochaines semaines et il était de notre devoir de les accompagner comme nous avons accompagné le journal Lauréat. Cette rencontre qui dure une dizaine de jours mobilise des journalistes de l'AGP. À l'issue des travaux de réflexion, le plan stratégique élaboré permettra aux autorités de cet organe de presse d'avoir une vision claire des tâches à réaliser tout en mettant les employés sur les mêmes longueurs d'onde. Ce plan stratégique nous permettra de renforcer les capacités des journalistes, des photographes et des techniciens, mais aussi va nous permettre d'avoir ce qu'on appelle ici une sorte de norme sociale, la valeur. La charte des valeurs au niveau du personnel. Et quand il y aura la charte des valeurs, vous aurez une qualification. En ce moment, la structure en tant que telle est déjà dopée. Aujourd'hui, la planification stratégique est devenue un outil indispensable de gouvernance. Avec ce consultant, l'espoir est permis. Nous allons les aider à faire le diagnostic organisationnel et à fixer leurs objectifs stratégiques, à définir une vision et à redéfinir leur mission par rapport à cette vision-là et à élaborer un plan d'action pour la réalisation des objectifs stratégiques. Et le tout va être couronné par une charte de valeurs, c'est-à-dire un ensemble de normes que le personnel va adopter pour pouvoir atteindre les résultats
et inscrit dans le plan stratégique. L'Agence guinéenne de presse a été créée en 1961 par la Première République pour mettre en lumière ses actions posées. Cet organe de presse en pleine révolution connaît à date quelques problèmes au niveau des dépêches électroniques. Ce déficit pourrait être amélioré dans les prochains jours. À présent, place à la rubrique Guinée en bref ou le résumé de l'actualité nationale commenté ce soir par Elagia Yassila. Bientôt, les élections législatives. Des voix s'élèvent partout. Elles prônent la paix pour une élection apaisée. Cette cérémonie de lecture de Saint-Coran est initiée pour renforcer la quiétude sociale et le vivre ensemble. Sur fond de prière et de bénédiction pour la paix, ici, la sourate Yassine a été lue plusieurs fois par ses fidèles et quelques responsables du RPG Arc-en-Ciel. Et pour toute chose qu'on doit entreprendre, quand elle doit être de grande envergure, il faut implorer Dieu. Raison pour laquelle nous avons estimé qu'il est opportun d'organiser la lecture du Coran, implorer le bon Dieu pour sa miséricorde et sa bienfaisance à notre égard, afin que les élections puissent se passer dans de bonnes conditions. Le 20 janvier 2020, c'était hier le 59e anniversaire de la création de l'armée malienne. À l'ambassade de la République du Mali en Guinée, cette date a été fêtée par les ressortissants de ce pays frère. Une cérémonie sobre mais très significative pour les Maliens vivant en Guinée. C'est pourquoi ils soutiennent tous l'armée malienne dans son combat contre les djihadistes. L'armée malienne est créée le 20 janvier 1961. À l'image des Fama de Soundiata Keita et des Sofa de l'Almami Samori Touré, elle se bat contre les envahisseurs pour la défense de la patrie. Juste après sa prise de fonction, le nouveau préfet de Koundara est allé à la rencontre des populations des communes rurales de Termessé, Diengang et Yokunkun. En toile de fond, le renforcement du tissu social, de la quiétude et de la cohésion sociale. Dans toutes ces collectivités, Abakar Bob Kamara a expliqué le code des collectivités et invité les fils ressortissants et résidents à œuvrer pour le développement socio-économique de la préfecture de Koundara. J'ai expliqué à la population cette politique de décentralisation qui veut qu'eux-mêmes participent à leur autodéveloppement. J'ai demandé à la population la cohésion sociale, la quiétude, sans lesquelles on ne peut pas prétendre. Ce tournoi de football doté du trophée professeur Alpha Condé est organisé par le mouvement des jeunes pour le développement de Nango. Il a regroupé 8 équipes des communes de la capitale. Pendant 2 semaines, les équipes ont compéti dans un jeu de fair play et de l'amitié retrouvée entre la jeunesse de Conakry. Cette première édition du tournoi de football doté du trophée professeur Alpha Condé a pris fin par la remise des prix aux participants et le trophée à l'équipe de Dixine. Bon, l'initiative vient du président de la République lui-même en personne, parce qu'il a dit que son mandat est dédié aux jeunes et aux femmes. Donc c'est ce que nous on est en train de suivre pour soutenir dans ces projets et vraiment tout ce qu'il est en train d'aujourd'hui faire pour la Guinée. Ce qui nous amène à l'actualité internationale traitée sous forme de télégramme. C'est une compilation réalisée par Daouda Tabansila. Devant l'élite économique et politique mondiale réunie à Davos, la militante du climat Greta Thunberg a déploré ce mardi que rien n'a été fait pour le climat en dépit des discours en faveur de l'environnement. Nous devons rejeter les éternels prophètes de malheur et leurs prédictions d'apocalypse, a lancé en réponse Donald Trump, le président américain, qui est ouvertement climato-sceptique. Greta Thunberg est à sa 2e invitation consécutive au forum de Davos. Une enquête du consortium international des journalistes d'investigation vient de révéler sur comment Isabel dos Santos, fille de l'ex-président angolais, a construit son empire.
Aujourd'hui poursuivie par la justice de son pays, la femme d'affaires de 46 ans multiplie les déclarations pour défendre son empire économique et financier qui s'étend en Angola et au Portugal. Télécommunications, médias, banques, énergie, diamants, grande distribution immobilier, l'ensemble de ces activités dépasse les 3 milliards de dollars. Dans un entretien à la radio-télévision portugaise publique RTP, Isabel dos Santos dit envisager de briguer la magistrature suprême de son pays en 2022. Après l'Éthiopie et la Somalie, le Kenya fait face à son tour à une invasion de criquets pèlerins sans précédent. Les premiers essaims de criquets sont arrivés fin décembre dans le nord-est du Kenya, avant de toucher le centre. Les insectes endommageant les récoltes et mettent en péril la sécurité alimentaire des populations. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition. Grand merci à vous pour votre aimable attention. Passez une excellente soirée. À demain.